Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à l'histoire du jeu vidéo. Le jeu vidéo a presque 40 ans. Son histoire en tant qu'activité économique démarre vers la fin des années 70. Cette époque voit la naissance des premiers jeux vidéo en tant que tels. On peut parler ici de Pong, de Defender ou encore de Space Invader. Ces jeux vont vraiment marquer le début d'une réelle exploitation commerciale. Dans les années 70 et à l'aube des années 80, les jeux vidéo vont faire leur apparition dans les salles d'arcade ainsi que sur les consoles de l'époque. Les succès des salles est immédiat et incontestable, il rappelle un peu le succès des cinémas à ses débuts. En effet, les jeux vidéo c'est quelque chose de nouveau qui va surprendre et qui va piquer la curiosité, notamment par leur aspect technologique et notamment leurs composantes informatiques. Ils vont fasciner, amuser et titiller l'imaginaire de tous à une époque où la science-fiction au cinéma s'étend avec un succès au divertissement et au grand public. On peut parler ici de Galactica, Star Wars, E.T., Alien, etc. Les jeux vidéo sont un prolongement de cet imaginaire ou un trait d'union avec cette fiction qui vient des sciences du futur. Les premiers jeux sont souvent issus d'Heroic Fantasy et vous allez incarner un personnage qui est en général forcément gentil, parti pour sauver le monde, parfois aussi parti pour sauver la princesse. Dès le début des années 80, vous allez avoir une émergence des ordinateurs personnels et aussi une guerre des consoles. Ici, on a un engouement naissant du public et une frénésie dans la production des jeux vidéo. Il y a vraiment une révolution du marché à ce niveau-là. Le secteur du jeu vidéo était au départ considéré comme artisanal. Il va s'industrialiser suite à sa première crise économique. Le crash du jeu vidéo de 1983 est principalement dû à l'inondation du marché par une multitude d'éditeurs et de constructeurs, ainsi qu'à la concurrence de l'ordinateur personnel qui a permis par exemple au Japon de détrôner les États-Unis sur le marché des consoles de salon, mais également l'instauration de règles strictes concernant le développeur de jeux vidéo. La crise sert donc de catapulte, elle transforme l'industrie d'abord par l'échec avant d'en connaître un plus grand succès. Au tout départ, la création des jeux vidéo est artisanale, elle est expérimentale. On se soucie tout d'abord de ses propres ressentis des créateurs plutôt que du ressenti des joueurs. Au début de la décennie 80, les créateurs sont presque uniquement tous des programmeurs. Ce ne sont pas des artistes. Il n'y a pas de notion artistique dans les jeux vidéo, à l'époque pour le moment en tout cas. Les jeux sont considérés avant tout comme des programmes informatiques et les programmeurs occupent chacun la place de créateur dès qu'ils ont besoin d'un graphisme. Mais les technologies vont être tellement contraignantes que ceux-ci doivent avant tout posséder le profil technique de programmeur. Les graphismes vont devenir indispensables dans les années 80 du fait de l'apparition de machines de plus en plus puissantes. De la ZX80 qui était en noir et blanc, on arrive jusqu'à l'Amiga capable d'afficher 4096 couleurs sur une image fixe. On est là dans des résolutions qui sont presque celles des programmes télé de l'époque. Le graphisme devient donc indispensable pour la bonne création du jeu vidéo. C'est aussi dans ces années 1980 que naissent les termes de gameplay et de game design. Le gameplay, c'est un terme qui est anglophone, qui signifie en français la jouabilité. Ça désigne l'ensemble des règles et des éléments qui vont être mis en œuvre pour fabriquer le jeu. Lorsqu'on parle de gameplay, on le rattache souvent à l'idée de la mécanisme du jeu. En effet, le jeu est le résultat d'une construction minutieuse et n'est pas du tout le fruit d'un hasard. On crée un jeu en mélangeant des règles et afin de laisser la possibilité aux joueurs de créer de l'amusement. Le game design, quant à lui, est l'art de savoir fabriquer une bonne jouabilité. Comment rendre un jeu amusant immédiatement et dans la durée? Quel niveau de difficulté est-ce qu'on doit proposer? Quel rythme est-ce que le jeu doit avoir? Que ce soit au niveau des récompenses, au niveau de la difficulté, est-ce qu'il faut construire un gameplay qui avance au fur et à mesure que le joueur avance dans les heures de jeu? Ce sont toutes ces questions en fait que vont se poser les game designers lors de la création des jeux vidéo. Les développeurs ayant le plus d'avance dans le jeu seront les développeurs de Nintendo en 1980 et ceux aussi des coin operated, c'est-à-dire les jeux en salle d'arcade. Ils vont travailler le cœur du jeu et vont prendre une avance considérable. Nintendo possède déjà un vocabulaire conceptuel là où la majorité des acteurs de l'industrie n'a même pas encore identifié la notion de gameplay. Le jeu d'arcade invente aussi une partie du vocabulaire vidéoludique que l'on va retrouver par la suite dans les produits Nintendo de la même période. Chacun va être le pionnier dans son domaine. En 1990, c'est un tournant. On passe d'une industrie naissante à celle d'une industrie grand public. Le statut du jeu vidéo va changer au cours de ces années. Déjà, vous allez avoir la mort des coin-op, la mort des jeux en salle d'arcade. La transition entre les deux décennies se fait notamment avec l'Amiga et l'Atari ST, qui vont être elles-mêmes supplantées par les consoles Super NES et Sega Mega Drive.
À la suite, vous allez avoir des consoles comme la Neo Geo qui vont proposer des jeux de qualité équivalente aux jeux en salle d'arcade. Avec l'évolution des cartes d'affichage, le PC propose des jeux au graphisme toujours plus impressionnant. Il devient lui aussi concurrent direct des jeux de bar. Les coin-op vont disparaître lentement, évincés par une toute nouvelle puissance dès lors accessible à domicile. En 1995, Sony sort la PlayStation pendant que Sega propose la Saturn et Nintendo la N64. Ces consoles présentent le même niveau de qualité technologique, c'est-à-dire celui des bornes d'arcade. Avec la PlayStation, Sony impose un marketing grand public et crée le succès médiatique de la console. Le terme PlayStation devient le référent culturel servant d'icône pour parler des jeux vidéo. Des jeux comme Mario 64, Tomb Raider, Resident Evil vont faire entrer le public dans une autre dimension du jeu vidéo. Dans l'industrie, on commence à se poser des questions sur la manière de concevoir le jeu. Les jeux en 3D font aussi brutalement surgir le problème des liens étroits entre les consoles et le personnage, ses actions, la manière dont les caméras montrent tout cela. La notion de 3C, Character Control Camera, apparaît. Elle est aujourd'hui l'un des éléments fondamentaux du langage vidéoludique. Par la suite, avec la progression de la représentation et l'évolution des technologies, la conception du jeu vidéo ne progresse pas de façon notable que dans la théorie ludique, mais aussi dans la qualité formelle que peut prendre un jeu. C'est dans cette décennie des années 90 qu'apparaissent les cinématiques et les voix enregistrées dans les jeux. L'augmentation qualitative des graphismes et de l'ensemble des outils de représentation et de stockage est telle qu'on commence alors à parler de films interactifs. Les cinématiques ont alors besoin d'être réalisées, écrites, découpées. Le succès des jeux d'aventure sur PC repose alors sur la qualité du graphisme et la possibilité de vivre une aventure en suivant une histoire et un scénario bien écrit et intéressant. Il va être fait de rencontres, de personnages, de scènes, de dialogues et aussi de retournements de situation. Vous allez avoir des scénaristes reconnus dans le jeu vidéo qui vont être contactés. Néanmoins, des collaborations comme celle-ci ne représentent pas forcément un gage de succès pour les produits, la qualité des jeux en elle-même n'étant pas pour autant relevée. Le langage vidéoludique n'est toujours pas maîtrisé parce qu'il n'a toujours pas été inventé. Et avant de proposer la maturité d'une dramaturgie forte et aussi d'un univers de fond, le jeu vidéo devait connaître et maîtriser ses fondations, celles du gameplay et du game design. Ces fondations, elles apparaissent dans les années 2000. Elles voient l'émergence du game design en tant que langage et âme de l'art ludique interactif. On va avoir une identification des outils du gameplay qui va se mettre en avant et un changement du statut du jeu vidéo, passant de produit grand public à un produit de masse. Sur les 2 décennies précédentes, eh bien, les créateurs ont créé un savoir ludique empirique. Ils ont de nombreuses années d'expérience et plusieurs projets à leur actif. Le passage à la 3D force à se poser des questions sur le joueur, sa compréhension du jeu et sa capacité à s'amuser. L'arrivée d'un public toujours plus large oblige à s'interroger quant à l'efficacité des conceptions et des réalisations. Les anglo-saxons et les américains vont être les premiers à évoquer la conception de game design. Dans les Game Developer Conference, les orateurs vont proposer de s'accorder sur un vocabulaire commun, une sorte de grammaire générale à tous les jeux. D'autres vont proposer aussi des guidelines, c'est-à-dire des recommandations à suivre lors du travail et de la conception du projet. Le mouvement de fond est lancé. La plupart des éditeurs de jeux commencent alors un travail de réflexion et de théorisation du jeu vidéo. La France, et oui, si bien nous, eh bien, reste l'acteur majeur de cette progression. Les recherches de fond vont se faire chez Ubisoft, elles permettent de créer les premiers outils solides, guidelines, méthodologies, processus de création, qui faisaient jusqu'à là défaut. Cette théorisation, elle est transmise aux équipes de production du monde entier, puis diffusée dans certaines écoles de jeux vidéo. Mais identifier les méthodes et le langage n'est pas tout, il faut le transmettre, le rendre actif, vivant, et le prendre en compte par les équipes de création, ce qui représente le prolongement d'une évolution dont aujourd'hui encore nous ne sommes qu'aux prémices. Les années 2000 sont donc marquées par l'apparition des théories majeures et des méthodologies de création et de game design, aujourd'hui délimitées et que tous cherchent encore à étoffer, mais dont on peut affirmer qu'elles constituent la base du langage vidéoludique. Les codes aujourd'hui sont un peu plus posés, un peu plus définis, ils sont aussi assimilés par les joueurs, qui sont aussi suffisamment intuitifs pour être immédiatement compris par les nouveaux joueurs. L'heure, elle est donc à la maîtrise des émotions, à la création d'expériences uniques, marquantes, porteuses de messages. Elle est la création d'œuvres à part entière capables de toucher tous les joueurs et de changer leur perception du monde. Le but ici est de mêler gameplay maîtrisé, dramaturgie de qualité et mise en scène de haut niveau. Ce que certains jeux, comme The Witcher 3 par exemple, arrivent totalement à faire. Ce qu'il faut retenir, c'est que le jeu n'a que 30, 40 ans maintenant,
et qu'on n'en est qu'aux prémices, et il arrive quand même encore aujourd'hui à nous surprendre, à nous proposer des expériences qui nous amènent à réfléchir, à nous questionner sur le monde, à apprendre de nouvelles choses, et aussi à nous émerveiller devant la beauté de certains paysages. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie d'avoir une série sur les différentes consoles, les différents jeux sortis sur ces consoles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo et à la partager à ceux à qui ça pourrait intéresser dans votre entourage. Dans tous les cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo encore une fois. Prenez soin de vous, c'était Malicus, ciao ciao.